Bonjour à tous, Philippe Grodner, bonjour. Bonjour Johan. Ravi de vous accueillir pour cette première édition de notre lettre des entreprises familiales. Philippe, vous êtes président d'honneur du groupe Simone Perel, vous êtes également président du Family Business Network qui œuvre auprès des entreprises familiales. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots et quelques chiffres ce qu'est le FBN ? Bien sûr, avec plaisir. Alors tout d'abord, effectivement, j'ai un parcours de chef d'entreprise. J'ai été à la tête de ce groupe qui est un des leaders de la lingerie haut de gamme en France et à l'international pendant plus de 30 ans. Et j'ai passé récemment les rênes à la 3e génération. Donc les sujets de transmission ont été et sont encore au cœur de mes préoccupations. Et j'ai l'honneur d'animer depuis 2016 cette très belle association qui est le Family Business Network, qui est un réseau, le réseau même, je dirais, au service des entreprises familiales, tant en France qu'à l'international. Et j'ai une double casquette dans ce réseau, puisque je suis à la fois le président France et le vice chair international, sachant que le FBN international est basé en Suisse, à Lausanne, et pilote les plus de 40 chapitres à travers le monde, sur tous les continents. En ce qui concerne la France, le FBN est une association qui est dédiée à aider les entreprises familiales sur tous les sujets de gouvernance et de transmission. C'est un sujet majeur depuis longtemps en France. D'abord parce que, pour différentes raisons, beaucoup d'entreprises familiales disparaissent, non pas pour des raisons économiques, je dirais, liées à leur activité, mais par manque ou par impréparation, en tout cas, sur les sujets de transmission. Et quand on parle transmission, il faudra distinguer transmission du capital, donc des actions, et transmission managériale qui peut se faire au sein de la famille ou en dehors de la famille. C'est un point important que tout le monde n'a pas forcément dès le départ à l'esprit. Donc le FBN agit auprès des familles, les met en relation. En fait, on est un lieu d'échange, un lieu de partage, en toute confidentialité, où les familles peuvent échanger leurs best practices, essayer de tirer des idées, des enseignements, en dialoguant entre elles, et nous mettons à leur disposition tout un écosystème d'experts en tout genre, en gouvernance d'abord, mais la gouvernance au sens large, puisque ça va, par exemple, de la transition écologique jusqu'à le mécénat d'entreprise, en passant par les 10 bonnes pratiques en matière de gouvernance, et puis sur ces sujets très délicats de transmission, que nous considérons essentiels, puisque notre slogan, c'est « par les familles, pour la pérennité des entreprises ». Et donc, la transmission est évidemment à un moment clé. Et nous sommes dans une période où les baby-boomers, mais je pense qu'on va y venir, partent à la retraite, et que donc, il y a beaucoup d'entreprises familiales qui vont se transmettre ou qui sont en cours de transmission dans les années qui viennent. Alors justement, c'est une bonne transition, Philippe, sur le sujet des transmissions. Oui. Nous avons participé ensemble au panorama des entreprises familiales sur l'étude initiée par la BPI. 2 chiffres sortent de cette étude. Dans les 10 ans qui viennent, une entreprise sur 2 va être transmise. Et un chiffre plus étonnant, voire inquiétant, sur la génération des 60-70 ans, on se rend compte qu'une entreprise sur 2 n'a pas encore anticipé sa transmission. Donc, c'est exact. Voilà. Selon vous, sur ce sujet de transmission, pourquoi les dirigeants peinent-ils à anticiper ? Est-ce que c'est un blocage psychologique ? Est-ce que les outils qui existent dans le décor, comme le pacte Dutreil, sont-ils suffisamment connus ? Quelles sont un peu la vision du FBN sur cet enjeu ? Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. Elle est parfaitement exacte. Vos informations recoupent tout à fait les nôtres. Il faut savoir que c'est d'abord un enjeu économique majeur. Un emploi sur 2 en France, ça c'est recoupé par des statistiques précises, est dans les entreprises familiales. Donc c'est 50% des emplois, c'est 75% des PME, c'est 50% des ETI et c'est 20% des grands groupes. Donc le poids économique des entreprises familiales est majeur. Enjeu pour nos territoires également. Enjeu territorial, puisque beaucoup de ces entreprises familiales sont ancrées dans les territoires et font vivre, elles aussi, tout un système autour d'eux, de fournisseurs, de clients, de relations avec des chambres de commerce ou d'autres institutions qui maintiennent la vitalité dans ces territoires. Et si ces entreprises, par hasard, sont vendues à des... Je n'ai rien contre le principe, mais
sont vendus à des groupes internationaux qui peuvent être basés, je ne sais pas, aux États-Unis ou à Singapour, la vision des dirigeants ou des nouveaux actionnaires, devrais-je dire, par rapport à l'entreprise, ne sera évidemment plus la même que celle que si la famille originaire de la région maintient cette pérennité pour laquelle nous nous battons. Alors effectivement, les explications sont nombreuses. Elles peuvent être psychologiques, elles peuvent tenir à la personnalité des dirigeants, bien sûr, mais là on a un panorama extrêmement divers de dirigeants. On a fait des études là-dessus, certains sont beaucoup dans l'anticipation et d'autres au contraire sont plutôt dans la posture de la statue du commandeur qui ne veut ne pas quitter son poste. Donc c'est compliqué, c'est divers. Et nous, justement, notre objectif, c'est d'informer et d'amener ces dirigeants ou ces familles à s'ouvrir vers d'autres pour justement comprendre que cet enjeu des transmissions est essentiel. Alors pourquoi il est essentiel ? On vient de le dire pour des raisons économiques, j'ai pas besoin d'insister là-dessus. Mais il est aussi essentiel parce que choisir pour une famille de pérenniser son entreprise, c'est pas un choix innocent. Et aujourd'hui, les jeunes se posent beaucoup de questions, ont besoin de donner du sens, on y reviendra peut-être un peu plus tard, sur leur avenir professionnel. Et donc les jeunes générations ont une forme de dilemme, c'est-à-dire une certaine loyauté vis-à-vis de leur famille, puisqu'ils sont nés dans cette famille entrepreneuriale et on en a entendu parler au déjeuner de famille le week-end ou ailleurs. Et en même temps, ils ont des envies professionnelles propres qui peuvent être très éloignées de l'entreprise. Et donc, ils ont un sujet de concilier ces antagonismes et de trouver leur voie. Et là, le FBN joue son rôle à plein, puisque sur les 300 entreprises et 2000 membres physiques, puisque nous nous adressons principalement aux actionnaires, et même uniquement, devrais-je dire, aux actionnaires familiaux, eh bien, il y a 600 jeunes. 600 jeunes entre 20 et 30 ans, que nous accompagnons, non pas pour les convaincre qu'il faut rejoindre l'entreprise familiale, mais pour leur donner quelques clés d'analyse objective. Et pour ça, j'ai un exemple très simple, c'est que beaucoup de nos enfants dans ce milieu entrepreneurial ont des amis, mais peu d'entre eux sont dans la même situation qu'eux. Donc ils ont besoin de dialoguer avec d'autres jeunes qui se posent les mêmes questions qu'eux. Et pour aller sur votre question sur le pacte Dutreil, effectivement, qui est un outil que nous défendons avec d'autres, parce qu'il permet la pérennité, justement, du point de vue fiscal, le FBN travaille au sein des familles sur justement les aspects familiaux, comment choisir, qu'est-ce que ça veut dire, plutôt je vais reformuler, de devenir un actionnaire responsable, déjà. Pour un jeune de 20 ans, c'est pas toujours facile à exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire éventuellement de devenir manager ? Qui va choisir qui doit devenir manager ? Est-ce que c'est le dirigeant par droit divin ou est-ce qu'il y a des instances de gouvernance qui permettent, surtout dans les familles à large actionnariat, de dire un tel ou une telle peut ou ne peut pas, suivant certains critères, rentrer dans l'entreprise. Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons et pour lesquels nous aidons les familles. Mais le constat que vous faites est juste. 7 à 8 entreprises sur 10, ce qui est énorme, connaissent mal ou peu le pacte Dutreil. Et donc ça, c'est le passage, je dirais presque obligé pour faciliter la transmission d'un point de vue fiscal et éviter un endettement à terme trop important de l'entreprise dans la transmission des parts sociales. Mais il y a aussi tout l'aspect, je dirais, humain, et c'est celui-là que nous essayons humblement de prendre en charge. Très bien. On a parlé de cet enjeu de transmission qui est crucial pour les années à venir. Quels sont les autres enjeux que vous percevez au sein du FBN pour les entreprises familiales sur 2024 et les années suivantes ? Alors, en ce qui concerne 2024, la question est amusante parce qu'elle m'évoque à la fois le fait que les entreprises familiales sont des entreprises comme les autres. Elles ont les mêmes enjeux économiques quel que soit leur secteur d'activité que d'autres entreprises. Et en même temps, ils ont une particularité du fait de leur capital. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire, 2024, j'ai pas envie d'aller dire qu'il y a des enjeux particuliers pour les entreprises familiales, parce que ça dépend du secteur d'activité. Ce qui est important pour moi, par rapport à votre question, c'est que justement, la famille réfléchit à une sorte de plan stratégique pour inscrire la nouvelle génération qui va monter en puissance dans un axe de développement pour l'emploi, pour la sécurité de tout le monde, qui soit, je dirais, bien travaillé et bien réfléchi.
Or, la principale caractéristique des entreprises familiales, c'est la vision à long terme. Donc 2024 peut être une bonne année, tant mieux, peut-être une mauvaise année, tant pis. On n'a pas l'œil rivé sur le cours de bourse chaque trimestre. D'ailleurs, un autre slogan de notre association, c'est de dire nous ne raisonnons pas en trimestre, nous raisonnons en génération. Donc, le temps long. Le temps long. Nous avons le temps long devant nous. Donc 2024, écoutez, on a la même situation macroéconomique et géopolitique que l'ensemble des autres types d'entreprises. Voilà, il faut s'y armer avec cet atout du temps long qui fait que l'actionnaire ne sera pas, à la fin de l'année 2024, à venir réclamer certaines exigences qui sont essentielles dans d'autres types d'entreprises et qui ne le sont pas, dans 99% des cas, une exigence forte pour les entreprises familiales. Pour conclure, Philippe, je voulais vous interroger et revenir sur un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez récemment conclu un partenariat avec la Convention des entreprises pour le climat. Oui, c'est exact. Qui accompagne les dirigeants dans le réalignement de leur modèle économique avec les limites de consommation planétaire. Oui. Qu'est-ce que ce partenariat signifie pour le FBN et ses membres concrètement à terme? Alors, il signifie beaucoup. On en voit deux signaux. D'une part, que les entreprises familiales sont armées sur le long terme pour mener cette transition écologique. Et deuxièmement, on envoie un signal très fort aux jeunes générations en leur disant « venez rejoindre l'entreprise », soit, comme on disait, dans un statut d'actionnaire, soit éventuellement au management suivant certains critères, et vous accompagnerez vous-même, vous serez acteur de cette transition. Et là, il y a beaucoup de choses qui se font. On n'a pas le temps de développer des exemples aujourd'hui, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup d'adhérents qui sont impliqués là-dessus. Et ce travail-là, ce partenariat va encore accélérer le mouvement et donner plus je pense, de crédibilité au travail que nous faisons. Philippe, merci beaucoup pour cet échange. Merci de m'avoir invité. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous très vite pour notre prochaine édition.